Benzen fait sauter le monde fou, Perrier retire toutes ses bouteilles de la vente. Avalanche meurtrière dans les Alpes, prudence, les risques sont maximum. Mercredi noir, la santé dans la rue, Evin et Schwarzenberg sont nos invités. Une seule et unique Allemagne, les 4 grands sont d'accord pour un nouveau Yalta. Bonsoir, mauvais temps partout en France, mauvais, dangereux, meurtrier même. Des avalanches se sont produites aujourd'hui en Savoie et dans les Alpes. Quant à la tempête, elle ne faiblit pas malheureusement et perturbe sérieusement les habitants des régions côtières. Le bilan est terrible aujourd'hui, 4 morts et 1 disparu. Sophie Guilloux fait un tour de France de ce mauvais temps grâce aux images envoyées par toutes nos stations. Une nouvelle fois, le vent, la pluie et la neige ont tué aujourd'hui en France. La neige d'abord, 2 morts, 2 blessés graves et 2 disparus. C'est le bilan provisoire des avalanches qui se sont produites en Savoie. Une situation exceptionnellement dangereuse due aux importantes chutes de neige de ces derniers jours. Plusieurs voitures ont été ensevelies sous les coulées de neige, des chalets ont été écrasés, des skieurs emportés. Les sauveteurs ont heureusement pu les dégager, mais les autorités continuent de recommander la plus grande prudence et ils ont mis en place un dispositif d'urgence. La pluie, elle aussi, a causé des dégâts. À Thiézac, dans le Cantal, 2 personnes ont été tuées à l'intérieur de leur maison, écrasées par une coulée de terre. Selon les spécialistes, les averses torrentielles de ces derniers jours ont entraîné une accumulation d'eau, provoquant un glissement de terrain. Même cause, autre effet, dans l'ouest, les pluies diluviennes ont entraîné des inondations en série. Plusieurs villes du Finistère avaient les pieds dans l'eau cet après-midi. À Quimper, Quimperlé, Morlaix ou Châtelain, les rivières sont sorties de leur lit. Les habitants attendent avec inquiétude la grande marée prévue par la météorologie nationale. Enfin, dernier fléau, le vent. Aujourd'hui, à Bastia, il a soufflé par rafale de 170 km/h, causant de gros dégâts. Et on annonce pour la nuit prochaine de nouvelles tempêtes sur le nord-ouest de la France. Partout donc, le même conseil, prudence. Prudence précisément, Sophie a raison de le dire et écoutez surtout à 19h57 Michel Touré pour ses prévisions météo. Perrier, c'était fou hier, Perrier c'est sage aujourd'hui, cette petite bouteille verte. Eh bien, vous ne la trouverez pas demain dans vos magasins. L'entreprise a décidé de la retirer des ventes dans le monde entier, y compris en France. Et cela à la suite de la découverte des traces de benzène dans cette petite bouteille. Décision confirmée par le PDG de la firme, Jean-Paul Giroir. La preuve par l'exemple, Gustave Levin, le président de Perrier, conclut ainsi une conférence de presse survoltée au cours de laquelle il n'a pas fait dans le détail. Quelle question? Comme vous le savez, Perrier, c'est fou. C'est notre publicité en France. Mais si c'est fou, nous avons décidé de retirer les bouteilles de Perrier de l'ensemble des marchés dans le monde entier. 160 millions de bouteilles, tout le stock actuellement disponible dans le monde retiré de la vente. Un coup de poker destiné à éradiquer toute suspicion à venir sur le contenu des petites bouteilles. Perrier paie donc au prix fort sa mésaventure américaine. Au départ, des traces de benzène décelées dans quelques bouteilles. Une erreur humaine isolée, assure Perrier. Les filtres situés entre la source et les chaînes d'embouteillage n'avaient pas été nettoyés. Après les États-Unis, le Canada, le Japon, les Pays-Bas retirent Perrier de leurs étalages. Déjà en France, les consommateurs se méfient. Je préfère le Saint-Yor, puis avec les choses qui se passent en ce moment avec le Perrier, vaut mieux éviter. Ouais, vaut mieux éviter. D'ores et déjà, les concurrents de Perrier se frottent les mains, surtout aux États-Unis. Le risque commercial et financier pris par la firme française est énorme, mais pour sa direction, l'image de Perrier n'a pas de prix. Et précisément, l'action Perrier a baissé. C'est un mauvais coup pour cette firme, pour cet empire qui se portait très bien dans le monde. Les précisions de Henri Lauré. Champions du monde de l'eau en bouteille, les Français décapsulent chaque année 4,5 milliards de litres d'eau minérale. Un marché colossal pour une grande valse des étiquettes et pour le bonheur du groupe Perrier. Car derrière la bouteille qui pétille se cachent d'autres marques aussi célèbres chez nous que Contrexéville, Vittel, Volvic et Saint-Yor. En fouillant encore les caves de Perrier, on trouve des boissons douces telles Oasis, Pchit ou Gini, et puis, aux surprises, le Roquefort, le fromage italien, ainsi que le fameux yaourt Bifidus. Dans cet étalage, l'eau Perrier représente à elle seule 10% d'un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de francs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la commission des opérations de bourse a décidé d'enquêter sur un éventuel délit d'initié autour de l'action Perrier à la Bourse de Paris.
Le ministre de la Santé est avec nous. Bonsoir Claude Évin. Bonsoir. Vous comprenez cette décision, retrait des bouteilles? Je pense que cette décision est motivée par la volonté de garder une bonne image du produit Perrier. Ceci étant, le ministère de la Santé contrôle naturellement la source et il n'y avait pas de problème de santé, de problème de source dans le Gard. Vous êtes amateur de Perrier? Je bois du Perrier en effet. Ça veut dire qu'il ne faut plus en boire? Je pense qu'on peut continuer d'en boire. Je pense que si le président Le Pen a pris cette décision, c'est essentiellement pour des raisons de stratégie d'image et on peut le comprendre. Vous avez soif? Allez-y. Je peux? Voilà. Et vous en boirez? Absolument. On vous retrouve à l'instant pour la grève des médecins sur un problème très sérieux qui concerne l'avenir de tous les médecins qui étaient aujourd'hui en grève. Alors on a parlé jusqu'à présent des internes et des chefs de clinique, mais qui a fait grève précisément, Élise? Vous avez en charge tout le dossier médecin aujourd'hui. Oui, alors justement, bien sûr, qui a fait grève? Les internes et les chefs de clinique, bien sûr. Leur mouvement a commencé il y a 5 semaines. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils participent à cette journée d'action. Ce qui est nouveau, en revanche, aujourd'hui, Paul, c'est que le secteur libéral entre dans la danse des cabinets privés. On fait aujourd'hui la grève des soins et la grève des honoraires. C'est un mouvement très large et très général. On peut mesurer l'ampleur? On peut difficilement encore mesurer l'ampleur, c'est assez partagé. En ce qui concerne les internes et les chefs de clinique, les derniers chiffres donnent 70% de grévistes. Pour les médecins du secteur libéral, le comptage est beaucoup plus difficile. On fait tout de suite le point sur l'ampleur de ce mouvement dans toute la France grâce à nos 25 stations régionales. Commentaire, Marie-Odile Pagnès. Ils n'étaient pas nombreux à faire mal aujourd'hui. La grève des médecins a été très largement suivie. Seules les urgences étaient assurées à 100%. Dans le Nord, plus de 2000 manifestants ont défilé dans les rues de Lille. Généralistes et spécialistes avaient rejoint les internes et les chefs de clinique en grève depuis 5 semaines. On parle médecin généraliste, sinon vous n'êtes pas remboursé non plus. À Montpellier, entre 2 rassemblements, les médecins ont offert gratuitement leurs services, des analyses de sang aux consultations en cardiologie, pédiatrie ou pneumologie. Comme dans beaucoup d'autres villes, à Strasbourg, le corps médical fêtait son unité au cours d'une assemblée générale. Dans le même amphi de la faculté, les grands patrons côtoyaient leurs élèves. Mobilisation importante aussi dans le sud. À Marseille, la manifestation s'est achevée dans les eaux du Vieux-Port avec le naufrage organisé d'un radeau nommé Santé. Et les raisons de la grève, Élise, on peut les connaître précisément? Alors pourquoi? La première réponse qu'on peut faire, c'est tout simplement que le secteur médical fait aujourd'hui pression sur le gouvernement. Depuis plusieurs semaines, les négociations piétinent, vous le savez. Or, c'est vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, que les discussions doivent reprendre. Deuxième élément de réponse, la grogne générale et le malaise des médecins qui redoutent la fin d'un âge d'or de toute la profession. C'est notamment le cas pour un médecin généraliste de Saint-Priest, près de Lyon, qui fait grève pour la première fois. Reportage Mathilde Pradier. Dans ce cabinet de Saint-Priest, le médecin assure les urgences réelles. Ici, un problème otorino pour cette malade. Il reçoit presque systématiquement les enfants en bas âge. Généraliste, ce médecin pratique des honoraires conventionnés de secteur 1, donc des consultations à 85 francs. Il soutient pourtant le mouvement de grève réclamant le dégel du secteur 2 et la possibilité de pratiquer des honoraires libres. Contradiction apparente seulement, car pour lui la grève exige une réforme fondamentale du système de santé en France. Pour moi, il n'y a aucune contradiction. Effectivement, je suis dans des conditions d'exercice de secteur 1. Ceci dit, je veux pouvoir éventuellement choisir le secteur 2 si un jour ça le m'est nécessaire. Et je crois qu'il est nécessaire d'avoir dans l'exercice de la médecine libérale actuelle un espace de liberté. Et c'est pour ça, en fait, qu'on soutient la revendication des internes et chefs de clinique quant au dégel du secteur 2. Bien, nous avons avec nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez vu, Claude Évin, le ministre actuel de la Santé et de la Solidarité. Et nous avons à Strasbourg l'ancien ministre éphémère de la Santé, le professeur Schwarzenberg. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous vous êtes déjà parlé depuis les événements d'il y a quelque temps? Absolument, et on a eu l'occasion de se rencontrer, et puisque le professeur Schwarzenberg est aussi député européen, membre de la commission de la santé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sous la présidence française au cours du dernier semestre. Mais c'est la première fois à la télé, professeur? Oui. Bien, alors Claude Évin, d'abord votre sentiment sur l'ampleur de cette grève. Je crois que c'est une grève qui a été inégalement suivie, mais ma responsabilité n'est pas du tout de commenter ce mouvement. Il y a pour ça des commentateurs que vous êtes. Moi, je suis chargé d'apporter des réponses aux préoccupations qui s'expriment à travers ce mouvement.
Et ces préoccupations, elles sont essentiellement que l'on continue d'avoir une bonne médecine dans notre pays. Et moi, je voudrais redire ici que ma préoccupation première est que l'on continue d'être bien soigné dans notre pays. Qu'il y ait une bonne médecine, mais en même temps que les malades, que les patients soient bien remboursés. Bonne médecine, bien remboursée. C'est les deux qui sont liés. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile à concilier ces deux impératifs, mais moi je tiens les deux bouts de cette chaîne. Professeur Schwarzenberg, je sais que vous soutenez ce mouvement de grève. J'ai envie de vous demander vous aussi votre sentiment. Et j'ai presque envie de disparaître et de vous écouter tous les deux. Monsieur, je vais m'adresser directement à Monsieur le Ministre. Volontiers. Monsieur le Ministre, Oui. La médecine française est malade puisqu'aujourd'hui elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée et cet arrêt a commencé il y a plusieurs semaines par la grève de ceux qui représentent l'avenir de la médecine et qui sont les plus compétents de nos médecins, les internes et les chefs de clinique. Pourquoi? Premièrement, parce que le système hospitalier public est malade. Ça fait longtemps qu'il a commencé à être malade, il y a environ 15 ans, et la maladie s'aggrave. Il n'y a pas de poste dans les hôpitaux publics, pas d'avenir pour eux, et devant ces frontières fermées, ils essayent de se replacer dans le secteur libéral, et ils s'aperçoivent à ce moment-là que le secteur libéral leur est fermé, ils ne peuvent pas s'installer où ils le souhaitent, et ils ne peuvent pas choisir le secteur d'honoraires libres qui leur a été jusqu'ici offert complètement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, c'est tellement grave la situation. L'année dernière, les infirmières, aujourd'hui les jeunes médecins, que je pense que vous seriez bien avisé de mettre en route des états généraux de la médecine. Monsieur le Ministre? Je crois que les problèmes que M. Schwarzenberg vient d'évoquer sont effectivement des problèmes lourds, des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, il a dit lui-même depuis 15 ans, sans doute au moins 15 ans. Et ce sont des problèmes différents. Alors, il n'y a pas de poste dans les hôpitaux, a dit M. Schwarzenberg. Bon, ce n'est pas tout à fait exact. Enfin, il faut savoir qu'il y a 27 000 médecins hospitaliers. Et que depuis 1982, ont été créés dans les hôpitaux 3 500 postes supplémentaires. Donc on continue de créer des postes dans les hôpitaux. Est-ce que c'est en nombre suffisant? Ça, c'est un autre débat, mais on continue de créer des postes dans les hôpitaux. En ce qui concerne les moyens dans les hôpitaux, j'ai moi-même obtenu cette année que l'on mette dans les hôpitaux 10 milliards de francs supplémentaires pour l'année 90. 10 milliards de francs supplémentaires, c'est 1000 milliards de centimes supplémentaires dans les hôpitaux, supplémentaires aux 200 milliards qui existent. Vous savez déjà que dans les hôpitaux, l'argent dépensé pour faire fonctionner les hôpitaux, c'est l'équivalent du budget d'éducation nationale. Tout ça, ce n'est pas rien. Qu'il faille encore améliorer les choses, oui, et nous avons commencé de le faire. M. Schwarzenberg rappelait le conflit des infirmières. Et il y avait besoin de revaloriser les carrières des infirmières ainsi que des autres personnels hospitaliers. Je ne me suis pas arrêté simplement aux infirmières. Il y a 600 000 personnels hospitaliers. Nous avons à peu près pour le moment revalorisé la moitié des personnels hospitaliers et nous poursuivons avec les personnels administratifs, les secrétaires médicaux, les personnels techniques, les psychologues, les sages-femmes. Voilà tout ce que nous poursuivons et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore pour les hôpitaux. Nous avons déjà fait beaucoup. Sur les états généraux, là je reprends la question du professeur Schwarzenberg. Moi je souhaite qu'il y ait débat et d'ailleurs j'ai commencé à engager cette réflexion sur la modernisation des hôpitaux, sur la possibilité de leur donner davantage d'oxygène, davantage de responsabilité aux gestionnaires hospitaliers ainsi qu'aux médecins hospitaliers. Notamment on va le faire dans le cadre d'une loi hospitalière. La loi en soi, c'est pas magique la loi, simplement ça permet qu'il y ait débat. De grands états généraux, moi je me méfie toujours excusez-moi, je me méfie toujours des grands-messes parce que je crains que l'on traite de tous les problèmes sans aller en profondeur pour trouver des solutions concrètes. Professeur ? Et moi je souhaite que nous ayons des débats en effet. Oui, mais alors restons en superficie. Aujourd'hui, le secteur 1, tout à l'heure nous avons vu à Strasbourg un jeune médecin qui travaille dans les quartiers défavorisés. Le secteur 1 n'est pas administré convenablement quant au remboursement par la sécurité sociale des honoraires des médecins. Et je veux dire que les médecins gagnent beaucoup trop peu. Monsieur le ministre, vous savez aussi bien que moi que si vous appelez le médecin ce soir chez vous, vous paierez 110 francs en secteur 1, et que si vous appelez un dépanneur de télévision, vous paierez 300 francs. Ça frappe quand même une grande quantité de jeunes garçons et de jeunes filles qui ont passé 8 à 10 années de leur vie pour essayer d'apprendre la médecine et d'en faire profiter les Français. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour revaloriser le secteur 1 d'abord? Alors, une réponse, c'est parce que le temps presse, messieurs. Je sais que ça frappe énormément les Français, mais ça ne se calcule pas tout à fait de la même manière. Et d'ailleurs, si on demande aujourd'hui à des parents s'ils préfèrent que leur fils devienne médecin ou réparateur de télévision, je pense quand même, s'ils ont le choix, qu'ils préféreront qu'ils deviennent médecins. C'est pas sûr, monsieur le ministre. Écoutez, bon,
En tous les cas, bon, on sait très bien que les revenus globalement ne sont pas comparables et ce n'est pas comme ça tout à fait qu'on apprécie cette affaire. Alors, sur la revalorisation des médecins du secteur 1, moi je suis tout à fait d'accord avec cette appréciation. Il faut revaloriser les médecins qui respectent les honoraires de la sécurité sociale. Et très concrètement, actuellement, une consultation, on ne va prendre que la consultation du généraliste, elle est à 85 francs. J'ai dit très clairement, et je le confirme, que le gouvernement est d'accord pour passer la consultation du généraliste à 100 francs en 1991. C'est une augmentation qui est importante. Elle représente 17% pour les 18 mois à venir. Merci messieurs, c'était le temps fort de ce 19-20 sur la grève des médecins qui ont écouté, je le sais, attentivement les propos de Claude Évin, ministre de la Santé, et du professeur Léon Schwarzenberg. Merci. Les deux Allemagnes vont sans doute signer un contrat de mariage avant la fin de l'année et ils auront comme témoins les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'objet d'un accord signé aujourd'hui à Ottawa. Une rencontre à 6 est prévue, mais la photo sera très différente de la photo qui datait de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire à front renversé. BAP l'a illustré fort bien et Gilles Dujonché va le commenter. L'accord conclu hier soir à Ottawa entre les 4 puissances garantes du statut de l'Allemagne depuis 1945 permet désormais de partager clairement les tâches. Aux 2 États allemands, qui seront bientôt un, le règlement des dossiers proprement germano-germaniques, processus qu'ils ont déjà engagé. Aux 2+4, celui des implications internationales de l'unification en cours. Ces négociations, qui débuteront après les élections du 18 mars en RDA, visent de toute évidence à ménager l'URSS, car un obstacle d'importance divise encore les 2 camps. Bush et les Occidentaux veulent voir la future Allemagne unifiée intégrée à l'OTAN. Gorbatchev, pour le moment, ne veut pas en entendre parler, mais diverses formules de compromis sont sur la table. Neutralisation de la partie correspondant à la RDA actuelle, ou encore statut à la française de toute l'Allemagne, c'est-à-dire sans la présence de troupes de l'OTAN sur son sol. La rapidité avec laquelle les 4 grands se sont mis d'accord pour entamer des négociations avec les 2 Allemagnes montre en tout cas que rien n'est figé au Kremlin. Ce que confirme par ailleurs l'accord définitif donné hier également par l'URSS à la proposition Bush de limiter à 195 000 hommes les troupes soviétiques et américaines stationnées en Europe centrale. C'est là une concession majeure de la part de Moscou, dans la mesure où les Américains pourront maintenir en plus des troupes installées de longue date en Grande-Bretagne et sur le pourtour méditerranéen. Alors revenons sur la réunification des 2 Allemagnes. Les puissances, les 4 grandes puissances font contre mauvaise fortune bon cœur. Elles décident d'accompagner le mouvement, mais on voit quand même une certaine inquiétude percée à travers les propos des uns et des autres, et notamment de François Mitterrand dans une interview accordée au Grand Quotidien de Province, Mimona Interman. Oui, c'est une inquiétude qu'on perçoit au moins sur 2 points. D'abord, François Mitterrand voudrait être sûr qu'une Allemagne unie ne devienne pas une Allemagne neutre, parce que ça serait un énorme facteur d'instabilité en Europe. Ensuite, il trouve que les partenaires de la communauté européenne actuelle manquent singulièrement d'ardeur pour construire une Europe politique face justement à ce processus très rapide, incontrôlé pour l'instant, d'une Allemagne unie. Alors les Allemands, de leur côté, trouvent que François Mitterrand apporte toujours trop de restrictions à ses déclarations sur le thème « Les Allemands sont libres, allez-y, faites l'unification ». Et puis, ils ne supportent pas, si vous voulez, cette tutelle. Et puis, il y a un point qui ne figurait pas ce matin dans l'interview et qu'ils attendent toujours, et c'est un silence toujours pesant, ils attendent de François Mitterrand, qui est l'ami de l'Allemagne, une phrase sur le thème, eh bien, puisqu'on va inclure l'Allemagne de l'Est dans cette Allemagne de l'Ouest, on voudrait bien que l'Europe actuelle participe à la reconstruction de cette Allemagne nouvelle. Et là-dessus, le silence devient réellement pesant. Merci Mimona. Les autres nouvelles internationales avec Jérôme Catala. Un Airbus A320 de la compagnie Indian Airlines s'écrase ce matin à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Au moins 90 morts parmi les 146 occupants de l'appareil. L'accident serait dû à une erreur technique. D'après des témoins, l'avion a raté le début de la piste. Pour l'instant, la thèse de l'attentat est exclue. Livré en décembre dernier, l'Airbus avait moins de 400 heures de vol. Des unités parachutistes à Doutchambe, capitale du Tadjikistan, pour tenter de rétablir l'ordre. Aujourd'hui, les émeutes ont continué dans cette république musulmane d'Asie centrale. Les manifestants auraient même tenté de s'emparer de l'aéroport. Selon Radio Moscou, un journaliste soviétique aurait été tué. Enfin, Radio Téhéran a estimé que les Tadjiks veulent retrouver leur identité islamique. Première interview de Nelson Mandela chez lui à Soweto. Le Congrès national africain est prêt à des compromis honorables. Pendant ce temps, le comité exécutif de l'ANC se réunit à Lusaka en Zambie. Objet des discussions, le rôle de Nelson Mandela au sein du mouvement.
C'est demain que s'ouvre à Carthagène en Colombie un exceptionnel sommet antidrogue qui réunit les présidents des États-Unis, de Colombie, de Bolivie et du Pérou pour mettre sur pied leur plan de guerre global contre les trafiquants. Les 4 hommes seront protégés par 5000 policiers et militaires. Les boxeurs l'appelaient Monsieur Jean. Il était connu et respecté sur les rings du monde entier. Jean Bretonel est mort aujourd'hui. Il avait 80 ans. Il avait été le manager des plus grands boxeurs français, et notamment Jean-Claude Boutier, ancien champion d'Europe, et plus récemment de Freddy Skouma. Vous le découvrez donc sur ces images avec Jean Marquet. C'était Jean Bretonel. Bonsoir Henri Chapier. Vous allez revenir régulièrement dans le 19-20 pour nous présenter les films de la semaine, les films du mercredi, pour noter les films. On va vous demander d'être courageux ou téméraire, je ne sais pas. Vous allez noter les films, mais vous allez nous présenter d'abord en avant-première un extrait d'un film que vous aimez bien, d'un auteur que vous aimez bien, Woody Allen. Oui, Woody Allen, Crime et délit. Alors, je dois vous dire tout de suite que c'est un Woody Allen surprenant. C'est un virage dans sa vie et dans son œuvre. Évidemment, cet homme a pris de l'âge, et à la cinquantaine, ça veut dire quelque chose chez un homme et surtout chez un artiste. Alors, regardons un extrait de ce film que vous nous proposez. Okay, at the office at what time? 9? 9 okay, o'clock? that's The building's no problem. dark. The floor is dark. There's No, nobody at the I office. didn't hear that. The office is closed. No, I won't forget the dark outline. room with Lester. Yeah, the office is kind of a spooky place at 9 o'clock. Definitely. Sure, the hotel's even nearer. That's better for me. What was that? Okay, room 1911. Sure. Okay, I'll see you there. Okay. You're not going to go to the hotel with him? That's crazy. I'm going to go with you. Oh, come on, don't be ridiculous. This guy, I know this guy. He won't be able to take his hands off. He'll get you in the room, you know, and he'll read you your Miranda rights, and he'll tear your clothes off. He's interested in producing something of mine. Your first child. Eh bien là, on le retrouve comme d'habitude, évidemment, dans cette scène de jalousie, son complexe, son amour des femmes. Mais ce qui est émouvant pour Lamar, et c'est ça que je voudrais dire, c'est un retour à ses racines juives, et c'est important parce qu'il s'interroge où nous en sommes tous, du bien, du mal. Son message est accessible à tout le monde, c'est pas une affaire de religion, mais de sensibilité. Alors, ça mérite 18 sur 20, c'est ça que vous voulez me faire dire. Alors, justement, à propos des notes, comment notez-vous les films de la semaine? Eh bien, nous allons donner 15 sur 20 à Oublié par l'herbe. Il ne faut pas oublier Edmond de Charleroux, dont on ne parle pas assez, puisque Francesco Rosi a tiré l'œuvre de ce roman. Ensuite, un 14 sur 20 pour La Baule les Pins. Ensuite, il faut parler d'Oliver Stone. Le film sortira comme Woody Allen le 21. Là, c'est un 17 sur 20. C'est très beau. C'est sur le Vietnam et c'est Tom Cruise. Merci Henri. Ce journal est terminé. Dans quelques instants, les prévisions très importantes de Michel Touré sur le temps qu'il va faire ce soir en France. Et ce soir à 22h15, le Soir 3, présenté par Marc Hautement. À demain, 19h, après la journée info qui commencera avec Anne de Kounenov à 12h45. Bonsoir.